Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Au cœur du paddock. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie de regarder ce deuxième épisode de Au cœur du paddock. Si je fais cette mini intro, c'est pour vous prévenir de 2-3 choses dont je suis vraiment désolée. Déjà, le lieu où on tourne, on a dû tourner chez moi parce qu'on n'avait pas d'autres lieux pour tourner, donc le fond n'est pas incroyable et j'en suis vraiment désolée. Ensuite, deuxième chose pour laquelle je suis désolée, le focus ne s'est pas fait sur l'invité, tout simplement. Malheureusement, il s'est fait derrière. Et dernière chose, il n'y a pas l'interview complète, car mon appareil photo n'a pas voulu fonctionner à la fin de l'interview. Donc, il y aura une partie 2 qui sera tournée lors de la course de LMS à Barcelone. Encore merci, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et bonne vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons Florent Jimenez, préparateur mental. Peux-tu te présenter ? Bonjour. Bonjour à tous. Je suis préparateur mental depuis maintenant 6 ans dans le sport auto. J'ai fait l'école en 2019 de préparation mentale pour justement me spécialiser dans la préparation mentale dans le sport automobile. Parce que j'ai été pilote avant et c'est ce que je maîtrise le plus. Alors je pourrais faire de la prépa mentale dans tous les domaines en soi, mais le sport auto c'est ce qui me plaît le plus. Donc du coup j'ai tout maximisé mes compétences là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait aimer le sport automobile ? Pourquoi t'as commencé à faire du sport automobile ? La Formule 1, Alonso, année 2002. Ouais, j'ai grandi avec la F1, beaucoup la moto. Je faisais beaucoup de moto en fait au début de ma jeune carrière. J'ai eu un gros accident en moto, donc suite à ça j'ai arrêté la moto. Je suis passé en karting. J'ai fait 10 ans de karting en compétition à haut niveau. Et ensuite j'ai eu la chance de piloter une voiture. Et après, le cursus il se met en place quand on devient entre guillemets fan du milieu. Et puis une fois que ma carrière entre guillemets de pilote s'est terminée pour telle raison, j'ai voulu aider les jeunes pilotes en fait à prendre conscience du travail qu'il fallait mettre en place pour devenir un champion. Du coup, tu nous parlais du fait que tu étais pilote avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu as commencé, ce qui s'est passé ? Alors, j'ai commencé par le karting, c'est la base de la base. On va dire tout pilote auto normalement a fait du karting avant. Et c'est un ami à moi qui faisait du kart en fait et qui m'a proposé d'essayer son kart un jour. Donc c'était un kart à boîte à vitesse, 125 de temps, et je suis monté dans cette machine et je me suis dit waouh, c'est absolument incroyable, je vais en faire. Et c'est parti de là. Donc je me suis mis dans le kart amateur au début, en faire les dimanches avec mes potes. Et ensuite, moi je suis quelqu'un qui suit très compétition, donc j'ai commencé à regarder les courses en ligue, régionale, championnat de France de kart, et après je me suis dit ouais je veux faire ça en fait. Et suite à ça, c'est devenu un peu la drogue, donc tu t'entraînes dur, tu fais tout ce qu'il faut pour essayer que ça marche, et puis après tu t'engages en ligue régionale pour commencer. Et ensuite j'ai fait championnat d'Europe IAME. IAME c'est une compétition italienne, c'est les motoristes italiens. Donc j'ai été jusqu'en championnat d'Europe IAME en KZ. Et ensuite j'ai eu la chance de piloter des voitures. On m'a proposé de tester des voitures en essai, les GT3. Et j'ai saisi tout de suite l'opportunité, j'ai clairement dit oui. Et suite à ça, j'ai été pilote de réserve en GT3, donc je faisais beaucoup d'essais privés pour une écurie anglaise. Et ensuite, IDEC Sport m'ont donné ma chance, genre mon rêve de pouvoir piloter pendant une course de 24 heures en endurance à Portimao. Donc je suis parti avec l'équipe, on a fait les 24 heures de Portimao, on a fait 3ème de la course, donc c'était vraiment incroyable, l'expérience a été trop bonne. Je connaissais pas la voiture, je connaissais pas le circuit, j'ai tout appris sur simulateur, donc je suis arrivé en mode on y va, on se prend pas la tête, et c'est souvent comme ça que ça se passe le mieux, quoi. Faut déconnecter de tout et pas se mettre de pression, juste prendre du plaisir, et en général c'est comme ça que ça marche le mieux. Et ensuite il y a eu la période de Covid, et la période de Covid, moi c'est ce qui m'a mis un gros coup d'arrêt, parce que les sponsors et tout s'est arrêté, les entreprises qui payaient moins, et le sport auto qui était quasiment à l'arrêt, on l'a tous vécu, on a quand même subi une période compliquée avec ça. Et suite à ça, moi j'ai eu le déclic de me dire, alors j'ai eu des problèmes de dos aussi, le kart ça m'a bousillé le dos, on va pas se mentir, c'est hyper traumatisant pour le corps. Moi je suis grand, j'ai un gros inconvénient, c'est que du coup j'ai le centre de gravité qui est plutôt haut, et mon dos en fait il impactait énormément sur toutes les vibrations, les tapotements qu'on peut avoir dans un kart. Donc j'ai une grosse hernie discale, et mon docteur, avec déjà 3 ans avant que j'arrête, il m'avait dit il va falloir que t'arrêtes de faire ça parce que tôt ou tard tu marcheras plus. Donc je l'ai écouté quand le Covid il est arrivé, quand on s'est tous mis à l'arrêt. J'ai eu une grosse remise en question sur moi-même, et je me suis dit il est peut-être temps d'arrêter ça et de passer de l'autre côté et de former les jeunes, voire même les moins jeunes, mais notamment les jeunes. Moi dans mon idéal c'était de former les tout jeunes avant qu'ils aient leur propre identité et qu'on ait besoin de casser pour reconstruire. Il faut savoir que j'avais aussi une équipe de kart, j'étais team manager de l'équipe Rovgo Junior du propriétaire Gulf.
J'ai eu cette équipe pendant 5 ans avec les fils Goethe. Donc je les ai formés déjà en kart à l'époque, en tant que team manager. J'avais une belle structure. Et ensuite, ils sont passés en voiture. Et c'est de là que j'ai eu le déclic de me dire, ils passent en voiture, je pars avec eux et qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter. Et suite à ça, je me suis dit, je vais faire une école de psychologie du sport et me spécialiser en prépa mentale pour les pilotes. Et c'est parti de là en fait. 2019, je suis retourné à l'école. Ça a duré combien de temps ton école ? 1 an et demi. Voilà, c'était une école, c'était prévu de faire 2 ans, mais comme c'était une période Covid et c'était une période, on va dire, facile, moi j'ai tout fait en accéléré et mes 3 mémoires que je devais faire sur les 2 ans, je les ai fait en 1 an et demi. Quoi. J'ai tout fait en accéléré. J'ai eu la chance aussi d'être en alternance avec l'équipe Porsche GPX Racing, qui était en Blancpain à l'époque. Non, c'était déjà peut-être GT World Challenge, je sais plus. Mais bon, c'était la transition entre le Blancpain et le GT World Challenge à cette époque-là. Et j'avais Benjamin Goethe en cobaye pour la prépa mentale. Donc c'était sa première année aussi en GT3 cette année-là. Et il finit à la fin de l'année meilleur jeune récompensé à Las Vegas. Donc moi, ça a été entre guillemets concluant à me dire continue là-dedans, il y a quelque chose à faire, t'as les compétences. Après, est-ce que je suis capable de travailler avec tous les pilotes ? Non. Mais en tout cas, quand la connexion elle se fait, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ouais. Il y en a beaucoup des écoles comme ça de psychologie du sport parce qu'on n'en entend pas parler. Non, en France c'est un gros problème d'ailleurs. Moi j'ai galéré à trouver l'école, elle était sur Paris, ça s'appelait Transfert. Et j'ai trouvé l'école incroyable parce qu'en fait les profs c'était aussi des gars de terrain. Donc moi le prof qui m'a le plus intéressé c'était un grec, Makis Chamalidis, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui m'a vraiment fait aimer la prépa mentale parce que c'était un préparateur mental dans le golf à très haut niveau. Il faisait un golfeur du top 10 mondial, il ne nous donnait pas du tout les noms avec qui il bossait. Mais en tout cas, quand il nous parlait, c'était hyper prenant et on comprenait l'intérêt de la préparation mentale derrière. C'était pas une école générale de psychologie du sport. Et tous les intervenants qu'on avait dans cette école-là, ils avaient une expérience sur le terrain. Il se fait que c'était ultra intéressant. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette école qui était vraiment bien ciblée pour moi. Mais après, en France, c'est un gros problème. Et encore, je pense aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore à la page en termes de préparation mentale. Par exemple, tu vas aux États-Unis, toutes les équipes à haut niveau, mais toutes les équipes de sport, que ce soit du football, du hockey, du baseball, ce que tu veux, ils ont un préparateur mental dans l'équipe. En France, moi quand j'étais à l'école en 2019, quand tu disais je fais de la prépa mentale, t'es un sorcier quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? C'est un genre mentaliste, tu lis dans la tête ? Ah ouais, non, pas du tout, c'est pas là. Ça a très longtemps été tabou et ça l'est encore de faire de la prépa mentale. Alors c'est tabou, ouais. Les gens n'aiment pas dire qu'ils ont un préparateur mental parce que c'est comme si tu disais j'ai un psy et en gros c'est comme si tu disais j'ai un problème. Mais la vérité elle est que oui on a un problème. On a tous des problèmes. Je veux dire quand tu fais du sport à haut niveau, si tu veux devenir meilleur, c'est que tu dois savoir analyser tes faiblesses. À partir de là il y a un problème à traiter. Et il faut savoir l'accepter. Il y en a ils n'acceptent pas ça, c'est une question d'ego et c'est une éducation française qui est comme ça. Donc il faut savoir l'accepter. On ne trouve pas beaucoup d'infos sur toi sur internet. Est-ce que c'est volontaire de ta part ? Oui, ouais, clairement. Ouais. Je ne donne jamais le nom des pilotes avec qui je travaille. Alors j'en ai eu un au téléphone il y a 2 jours. J'ai dit que j'allais faire un podcast justement. C'est le meilleur athlète que j'ai eu, avec qui j'ai pu travailler parce que son histoire elle est incroyable. Il m'a même dit lui, tôt ou tard, faudrait qu'on fasse un livre sur l'histoire parce qu'elle est quand même belle. Et il m'a dit, tu peux parler de moi, il n'y a pas de problème parce que maintenant il est retraité. Il est devenu team principal de l'équipe CRG en Italie, donc l'équipe de pointe de karting. CRG c'est une marque très reconnue, c'est Jérémy Iglesias. C'est le seul Français champion du monde aujourd'hui à l'heure actuelle en KZ, en FIA. Voilà. Et en fait lui il est venu me voir. Je venais juste d'être diplômé. Et il est venu à la maison parce que c'était un ami déjà de base. Il m'a dit bon Flo, je sais que t'es mon pote et tout, mais j'arrive pas, ça fait 15 ans que j'arrive pas, je passe toujours à côté du championnat du monde. J'ai gagné des courses, j'ai été champion WSK, j'ai fait plein de choses intéressantes, mais champion du monde c'est la seule case qui me manque. Il me dit j'ai envie d'essayer avec toi quelque chose, voir si peut-être ça peut mener à un résultat différent. Et au début j'ai dit risqué parce qu'on se connaît, on est amis. Il va falloir casser certains codes, il va falloir accepter qu'il va y avoir un côté où on est coach et coaché, et un autre côté où on est pote, et l'ambiance est différente. Et j'ai dit, il faudrait trouver l'équilibre avec tout ça. J'ai dit, si tu es capable de mettre ton ego de côté et de me parler ouvertement, moi je vais en faire de même, peut-être ça peut fonctionner. Mais j'ai dit, on essaye et on force rien. Si on voit que ça prend pas ou que ça te gêne, parce que il va falloir que tu parles à cœur ouvert, il va falloir que tu me parles de tes gros problèmes. Pourquoi tu n'y arrives pas ? Il va falloir qu'on analyse à 360 degrés autour de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas à un moment. Et il m'a dit j'ai rien à perdre, il me reste plus beaucoup de temps, donc je suis prêt à essayer. On a travaillé 1 an ensemble, une année, 2020. Première année où je suis diplômé, il est champion du monde en 2020.
Et on est resté, c'est devenu mon athlète jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite l'année dernière. Donc suite à ça, il a fait champion du monde 2020, il fait vice-champion du monde 2022. Et il était toujours dans le top 5 les 3-4 dernières années qu'il a roulé, quoi. Et il a pu arrêter en paix parce qu'il m'a dit honnêtement, tout ce qu'on a travaillé, alors on a fait un gros travail de fond, mais on a vraiment fait un gros travail de fond, c'est-à-dire qu'on a pris toute sa base. Et c'est compliqué parce que c'est un pilote d'expérience qui avait déjà ses routines, qui avait déjà ses automatismes. Et en fait, moi, quand il m'a tout donné, quand il s'est ouvert à moi et qu'il m'a dit voilà, ça marche comme ça, je marche comme ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Déjà, j'ai analysé plein de problèmes parce que moi, d'un point de vue extérieur, je me suis dit ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner non plus. J'ai dit ça va falloir le dégager, ça va falloir le dégager. Déjà pour repartir sur des bonnes bases propres. Et là, il m'a dit ah ouais, putain, c'est chaud. Parce qu'en fait, il avait son mécano depuis des années. Mais son mécano, en fait, il avait pas autant la niaque que ce que lui, il avait la niaque. Et en fait, ton mécano en karting, c'est un peu ton bras droit. C'est-à-dire que quand toi, tu as une idée en tant que pilote à faire un changement de setup sur ton kart, le kart, il réagit. C'est pas comme une voiture. Le kart, la moindre petite chose que tu vas faire, le moindre millimètre que tu vas toucher, par exemple, sur le train avant ou le train arrière, il va réagir d'une manière instante. Et le mécano, s'il a pas autant envie que ce que toi t'as envie, si quand tu lui dis ouais, mets-moi 1 mm de plus de carreau sur l'avant et qu'il te dit ouais, c'est bon, ça sert à rien, tu peux pas être champion du monde comme ça. Parce que quand tu es champion du monde, chaque petit détail va compter. Et en fait, c'est ça qu'on a tout analysé, on a analysé chaque petit détail qui faisait que ça, et plus ce petit détail-là, et plus ce petit détail-là. Et à partir de là, tu te dis, en fait, il y a un gros travail de fond à faire et c'est ce qui fait l'ensemble du résultat. Donc, je ne parle pas de mes athlètes en général. Bon, tout le monde sait sur mes réseaux que je m'occupe d'Oliver Gutt et de Vlad Lomko parce que c'est deux athlètes sur lesquels je suis ouvert et c'est eux qui me font entre guillemets ma promotion dans le sport auto, mais j'ai travaillé avec d'autres athlètes de renommée, notamment deux qui sont en F1. Je ne peux pas citer le nom parce que c'est aussi une part de confidentialité et là ils veulent pas, mais j'essaye de travailler dans l'ombre parce qu'en fait j'aime pas le bruit autour de moi. Quand je parle de bruit, c'est pas que c'est bruyant, c'est juste que ça me fait sortir moi de ma zone de concentration. Et j'ai pas envie d'être perturbé avec plein de bruit autour de moi. Je préfère être concentré dans la zone et travailler sur mes programmes en efficacité totale. Justement, en parlant de Vladislav Lomko et Oliver Gutt, comment tu les as connus? C'est eux qui t'ont contacté? Alors Oliver Gutt, oui. Oliver Gutt, je l'ai connu, il avait 9 ans. C'est moi qui l'ai mis pour la première fois dans un karting. C'était bébé Oli. Ouais. Donc Oli avait 9 ans, c'est son team manager de l'époque de karting qui me contacte, qui est un ami à moi, Clivo Piccione, je peux en parler sans problème. Clivo Piccione qui a été jusqu'en GP2, qui a roulé à très haut niveau aussi, qui me contacte le jour de mon anniversaire, en plus, 2 jours avant mon anniversaire, mais pour travailler le jour de mon anniversaire, donc c'était le cadeau Oliver Gutt. Et qui me dit samedi et dimanche j'ai besoin de toi Paul Ricard, il me faut quelqu'un pour m'occuper d'un petit en karting, c'est un petit danois, il parle pas français, je parlais pas anglais. Il me dit mais j'ai personne d'autre de confiance, je sais que toi tu es assez pédagogue avec les petits, tu sais faire et tout, viens t'occuper du petit pour le week-end. Au début j'ai dit non. Il me rappelle 3 heures après en mode Flo, j'ai vraiment personne, je suis vraiment dans la galère, s'il te plaît viens t'occuper du petit un week-end et je te demande pas plus. Alors j'ai un peu râlé parce que c'était mon anniv et tu te dis le jour de ton anniversaire t'as pas trop envie d'aller passer un week-end au Paul Ricard avec un gamin qui parle pas français, faire du karting, du baby kart quoi, tu vois. Rien d'excitant dans le projet, mais pour rendre service à mon pote j'ai dit écoute je te rends service là, ça pourra toujours me servir pour le futur le jour où moi j'aurai peut-être besoin d'un service. Et j'ai dit c'est bon, mon anniversaire je le passe au Paul Ricard avec toi et le petit Gutt. Et je suis tombé amoureux du gamin. Mais vraiment un truc de ouf quoi. Le gamin super mignon, super gentil, adorable, et je me suis pris au jeu et en fait j'ai vu quelque chose en lui, c'est-à-dire j'ai vu une certaine détermination, une certaine volonté à, même tout petit comme ça à 9 ans, tu voyais que le gamin il voulait gagner, tu voyais qu'il voulait y arriver, et là j'ai dit je peux pas l'abandonner quoi, je peux pas faire week-end avec lui, faire comme si rien ne s'était passé et vivre ma petite vie à côté, donc c'est une opportunité que j'ai saisie en fait. Et ça a été un gros tournant de ma vie parce qu'en fait sans cette opportunité là, si je l'avais pas saisie, je serais pas là à vous parler aujourd'hui. Clairement. Moi, je le dis haut et fort, c'est Oli qui a vraiment tourné ma vie comme elle est aujourd'hui. Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé, c'est sûr et certain. Parce qu'avec Oli, après, tout s'est enclenché. Vu qu'il avait 9 ans, j'étais pas du tout préparateur mental à l'époque, j'étais encore dans le cursus karting. C'est son père qui m'a fait rouler en voiture, genre 5-6 ans après. À force de m'occuper du petit, d'avoir des résultats, de créer le team de kart, de me donner corps et âme pour les deux gamins, le père m'a donné un jour l'opportunité de me dire Flo, il avait son team de voiture, le père, il m'a dit viens rouler, je te fais rouler dans mes voitures, je veux voir ce que tu vaux, et c'est parti là quoi. Donc j'ai pu connaître la GT grâce à ça, donc en gros ça m'a ouvert toutes les portes. Et Vlad Lomko, c'est arrivé
en 2019, j'avais pas encore le diplôme. J'étais avec Benjamin Gutt, donc j'étais encore à l'école, j'étais sur le terrain, on était à Monza. Première course World Challenge, j'ai Blancpain à l'époque, au mois de mars. Et je croise Nicolas Martins, grand frère de Victor Martins, que je connaissais déjà comme ça un peu. Et on discute et ça va, et nanana, nouvelle saison. Et puis de là, il me dit, écoute, j'ai un Russe qui arrive en France là, au mois de juin, donc on était au mois de mars. J'aimerais bien que tu t'en occupes comme tu t'occupes de Benjamin. Je pense que ça peut être bien pour toi, pour te mettre le pied à l'étrier et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, un Russe. Bon, ah, bah allez, on tente. On essaye, allez on essaye. Donc j'ai connu Vlad au mois de juin grâce à Nico Martins qui me l'a mis en contact directement. Et pareil, quand j'ai rencontré Vlad, je me suis dit, ouf, ouais, je vais faire 3 mois, 4 mois. Mais je pense pas que ça va durer quoi. Mentalité russe, rien à voir avec nous. Il parlait pas très bien français, mon anglais était pas encore au top. Donc niveau communication, c'était pas très facile. Quand tu fais de la préparation mentale, quand tu veux enseigner quelque chose, si t'arrives pas à te faire comprendre avec les mots, un peu compliqué. Donc du coup, on essaie de se comprendre tant bien que mal. Et pareil, déclic au bout de, je crois, 2 mois qu'on a passé ensemble. Le gamin, il avait une volonté que j'ai remarqué, parce qu'en fait, j'essaye d'analyser les personnes le plus possible avant de leur donner quoi que ce soit. Donc je suis beaucoup dans l'analyse. Ils veulent tout de suite qu'on leur donne des choses, mais moi, je te connais pas. Donc il va falloir que j'apprenne à te connaître, savoir qui tu es, pour voir un petit peu les bases solides que tu as, voir tes faiblesses et surtout tes points forts. Parce que moi je préfère travailler beaucoup plus les points forts, passer du temps sur les points forts et les améliorer, que de perdre beaucoup de temps sur des points faibles que tu n'arriveras pas à maximiser comme tu vas maximiser tes points forts. C'est un petit peu comme ça que je travaille. Donc j'ai besoin de passer plus de temps avec lui. Donc ouais non, Vlad ouais, c'est au bout de 2 mois que je me suis dit il faut que je bûche un peu plus. Alors par contre Vlad, ça a été la grosse motivation parce que Oliver a appris le français, vu qu'il habite à Monaco, il a appris le français tout au long de sa jeunesse, ce qui fait qu'on se parlait qu'en français quasiment. Et le papa me forçait à parler avec Oli en français. Donc du coup, je développais pas mon anglais. Par contre avec Vlad, alors je le parlais un petit peu l'anglais, mais comme un Français va parler l'anglais, c'est-à-dire j'étais pas bilingue au point de pouvoir enseigner en anglais. Et avec Vlad, en fait, on a fait un truc, c'est qu'on s'est dit on se parle pas en anglais. Alors lui, il était à l'école en France, hein, il a intégré une école à Paris quand il est arrivé ici, parce qu'en fait le papa et la maman l'ont envoyé à Paris, tout seul, avec son frère. Et ça a été débrouillez-vous quoi. Vous allez vivre à Paris, vous allez à l'école à Paris. Franchement, un truc de dingue. Hein, quand t'as 14 ans, que tu vis tout seul à Paris. Bon, il y avait son manager Nicolas Martins qui gérait à Paris tout le process, et qui a fait ça vraiment très bien parce que c'était quand même pas évident quand tu gères des ados comme ça. Mais après, ils ont eu quand même cette maturité de dire, bah, on est jeunes, on va se débrouiller. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça chez Vlad, c'est qu'il était très mature, qu'il savait ce qu'il voulait, et il me prouvait à chaque fois qu'on allait sur les circuits qu'il avait envie de réussir. Et justement, je parlais des objectifs. Moi, je donne toujours des objectifs d'action et pas de résultats à mes pilotes, parce que le résultat, tu le contrôles pas. Par contre, les actions, c'est ce que tu mets en place et c'est ce que tu peux contrôler. Et à chaque fois, Vlad, je lui demandais, bon, on arrive sur tel circuit, tu le connais pas, c'est quoi l'objectif du jour? Faire le record du tour. Et ça me faisait rire à chaque fois, parce qu'en fait, il sortait carrément du contexte, on mise sur une action. Non, il voulait du résultat. Et je disais, bah écoute, bon courage, hein, vas-y, montre-moi comment tu fais, parce que moi je sais pas faire, perso. Et on a créé une complicité en fait avec Vlad, et ça s'est fait naturellement la connexion, et c'est ce qui fait que 6 ans après, notamment encore aujourd'hui, je l'ai encore eu au téléphone il y a 1 heure, on est quasi tous les jours en contact, c'est comme un petit frère maintenant d'ailleurs, comme Oliver. Et en fait, ouais, on a créé une relation de confiance sur le temps. On a vécu des moments très difficiles ensemble, vraiment très difficiles, notamment F4 allemande. Ça a été très dur, surtout au début, il écoutait pas trop, tu vois, il voulait en faire un peu qu'à sa tête. C'est un petit peu son côté russe, en mode I want to do my way. Et moi je disais ouais, mais tu devrais peut-être un peu m'écouter sur certains points. Il y a des moments où tu vois, tu vas te retrouver tout seul et tu vas pas y arriver. Et je me rappelle le déclic qu'il a eu, où il est venu me voir en pleurant. C'était après une course, c'était à Lausitzring, c'est un circuit vers Berlin, 2 heures en dessous de Berlin. Il mène la course devant Elias Sepanen et Oli Biermann. Il est devant, il reste 3 tours. Et je le vois sur la chaîne, c'était diffusé sur YouTube, il n'arrêtait pas de regarder les miroirs. Donc en fait, il roulait plus devant, il roulait derrière. Et au bout d'un moment, il a tapé le mur. Et suite à ça, donc il a craché la voiture, perd la course. Et c'était la première course qu'il avait gagnée. Hein. Et suite à ça, il est venu me voir en pleurant de suite après la course. Il m'a dit Flo, j'en ai marre, je veux faire de la prépa mentale comme toi tu as envie de la faire, je t'écoute, je veux t'écouter. Et ça a été son déclic. En mode, my way, ça fonctionne pas forcément, on va le faire d'une autre manière. Et à partir de là, on a pu vraiment travailler, mettre des process en place, mettre une certaine routine en place.
travailler ses pensées négatives, les pensées parasites, ce qu'on appelle en préparation mentale. On les contre avec des pensées parasites, c'est une technique qu'on a. Et ensuite, face à ça, c'est devenu un pilote complètement différent parce que il a travaillé tout ce qu'il fallait travailler autour, tout ce qui n'allait pas. Et là maintenant, aujourd'hui, quand on regarde Vladislav Lomko, c'est un pilote qui crache pas, il fait pas d'erreur, il est rapide. Alors en endurance, il a des consignes, il peut pas faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, Euroformula 2022, il fait vice-champion derrière Oliver Gutt. J'avais mes deux avec moi. Oli fait champion, Vlad fait deuxième. Il y avait des Christian Mansell, il y avait quand même des coachs avec eux. Donc voilà, on a fait une année 2022, on a fait un braquage quoi. Et ils se sont battus pour le titre la dernière course. Et c'était beau. Franchement, c'était beau. Ouais, c'était beau. Les deux étaient avioniques. On rappelle le Grand Prix de Pau. Oli fait la pole, Vlad fait deuxième, mais ça s'est joué à quelques millièmes. Il y avait, je crois, 3 centièmes ou 4 centièmes sur le tour. Ah oui. C'était incroyable. Ah non, mais moi, ils me faisaient vibrer les deux. Et quand t'as les deux avec toi, tu te dis, l'un ou l'autre, ça passe, c'est pas grave, tu vois. On était dans la même équipe, il y avait une super ambiance. Oli et Vlad sont devenus amis pendant cette saison-là. Il n'y a jamais eu de clash, il n'y a jamais eu de non-respect, il n'y a jamais eu de mauvais coups. Et ce qui est marrant, c'est que Oli gagne la course à Pau le samedi. Et Vlad gagne la grosse course le dimanche. Oh, c'est Vlad qui est champion du Grand Prix de Pau, et c'était Oli qui gagne la veille le samedi sur la course du samedi quoi. Donc ouais non, c'est le Grand Prix de Pau, c'est un super souvenir. Mais l'année 2022, ouais, ça a été une année incroyable autant pour Oliver que pour Vlad, parce que Oliver lui sortait d'une année très difficile en Freca et on se demandait si on passait en GT ou si on se redonnait un nouvel élan en Euroformula. Le papa Goethe, j'ai réussi à le convaincre d'aller en Euroformula parce que lui voulait tout de suite aller en GT en mode on arrête les frais en monoplace, ça marche pas. F3, F2, on n'y arrivera pas. Oli, il est nulle part en Freca, il était dernier, hein, clairement. Colapinto, c'était le coéquipier, il était devant, il jouait top 10 permanent, et nous, on jouait top 20, quoi. Oli n'arrivait pas à faire marcher cette voiture. Et ça a mis des doutes à tout va, la famille qui doute, le management qui doute autour. Moi, j'y croyais encore. Et j'ai dit, franchement, je vais mettre Vlad en Euroformula, c'est notre idée. Je pense que ça serait bien qu'Oli fasse l'Euroformula aussi pour voir un petit peu s'il y a moyen de récupérer la confiance, notamment sur une voiture très aéro. Il faut savoir que l'Euroformula, c'est une voiture qui se rapproche d'une F2. C'est-à-dire qu'à puissance égale, je pense le châssis de l'Euroformula, elle va plus vite qu'une Formula 2. Parce que c'est vraiment des châssis qui sont ultra performants. Et suite à ça, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Hein. Oli est en F2, Red Bull Junior Team. Vlad a choisi l'endurance, on a eu des opportunités en F3, donc il fait vice-champion 2022. On a eu l'opportunité d'aller en F3 avec Campos en 2023. On a choisi l'endurance, juste question de choix de carrière. Voilà. On s'est dit que le profil de Vlad, l'investissement était trop conséquent pour accéder à la F1. On savait qu'en étant russe, avec la guerre, ça allait être trop compliqué. Donc on a décidé avec le management de basculer en endurance, d'avoir plus de chance en endurance. En termes de budget, c'est pareil, c'est quand même moins cher que de suivre le cursus F3, F2. Et c'est ce qui fait que Vlad aujourd'hui mène son bout de chemin en endurance. Ça se passe plutôt pas mal. Il a quand même fait deuxième au 24 heures du Mans l'année dernière avec Interopol, vice-champion d'Europe l'année dernière avec Interopol. Cette année, on fait quatrième du championnat avec Vector, une équipe qui est arrivée depuis peu en endurance. Et l'année dernière, ils étaient pas aux fraises, mais l'équipe n'était pas encore assez solide. Ils ont su faire les investissements nécessaires. Ils ont su choisir des bons pilotes. Moi, l'avantage qu'il y a, c'est que quand je m'occupe d'un pilote, s'il y a une Dream Team à créer, notamment en endurance, ils sont 3 pilotes, mais je vais m'occuper des 3 pilotes. Donc j'ai récupéré les 3 avec moi, Pietro Fittipaldi, Vlad et Ryan Cullen. L'alchimie, elle a tout de suite prise. Soudé comme pas possible, on a un groupe tous les 3, tous les 4 du moins, parce que du coup je suis un peu le 4e pilote de la voiture à travers eux quoi. Mais on a un groupe où aujourd'hui on est amis, ça se passe très bien, on se donne encore des conseils, on se soutient. Pietro, il a le projet Cadillac F1, voilà, je veux dire, il y a une amitié qui s'est créée. Et en fait c'est comme ça que j'aime travailler quoi. C'est-à-dire je travaille avec un pilote, mais il y a aussi une connexion à créer et tu dois créer une osmose avec tout le monde quoi. Du coup, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps avec eux. Ouais, tu passes énormément de temps avec eux, ouais. Que ça soit... En fait, il faut savoir un truc, que la préparation mentale, tu fais pas de préparation mentale sur un week-end de course, par exemple. Tu fais pas du tout ça. Sur un week-end de course, j'ai une autre casquette, ça s'appelle l'accompagnateur sportif. La préparation mentale, on fait ce qu'on appelle l'APA, l'avant, pendant, après. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'avant, c'est beaucoup d'après, mais le pendant, en fait, le pendant, moi j'aime dire, je suis comme un rocher. C'est-à-dire, je suis là. Si à un moment il y a un doute, c'est déjà arrivé à Vlad par exemple, à un moment, elle a mal au ventre, ça allait pas, elle m'a dit viens, faut que je te parle, j'ai la trouille quoi. Et ben ça arrive.
Il n'y a pas de problème, on est humain, on a des émotions, on a des sentiments. Des fois, on sent un petit truc, ça va pas trop. Moi, il sait que je le juge pas, je le critique pas. On se connaît par cœur, on a des techniques de travail. On va dans le camion, on s'isole, on fait un travail de respiration. Il me parle de ce qui va pas, de la peur qu'il a. Pourquoi à ce moment-là, il se passe ça dans ta tête. Et puis, voilà, je suis là juste en cas de problème. Mais si tout va bien, pour moi, tout va bien aussi. Je suis pas. Et ça, c'est le problème avec les préparateurs mentaux en France aujourd'hui qui s'auto-proclament préparateurs mentaux et qui n'ont pas de compétences. Et j'en ai beaucoup. Genre, j'étais pilote de course, je suis fort mentalement, je suis préparateur mental. Mais pas du tout. Et ça, c'est le problème. Et c'est un problème pour moi et pour mes confrères qui sont réellement préparateurs mentaux diplômés, parce que moi, j'ai un diplôme, j'ai le droit d'exercer, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous font, de l'ombre, ils nous font un peu du noir, parce qu'ils abordent des techniques qui ne sont pas optimales, ils se font mal voir pour certains, et je te le dis parce que j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont contacté en mode on a travaillé avec un tel, ça s'est pas bien passé du tout, est-ce que avec toi ça sera mieux? Moi j'ai pas la réponse à cette question parce que je n'en sais rien, mais en tout cas si ça s'est mal passé avec un tel, il faut savoir pourquoi. Qui vous avez été voir? Quelles compétences il a? Est-ce qu'il est vraiment préparateur mental ou est-ce qu'il est charlatan entre guillemets? Est-ce que c'est un escroc quoi, concrètement? Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que préparateur mental c'est quand même un métier à part quoi. Moi tout ce que j'ai appris à l'école, impossible de l'enseigner comme ça, juste en y pensant, en me disant je suis fort mentalement, j'y vais quoi. Oui j'étais fort et je suis toujours fort mentalement parce qu'aujourd'hui je fais du vélo en compétition, donc j'ai arrêté la voiture mais je fais quand même du vélo, je vise les championnats du monde l'année prochaine, donc c'est quand même pas rien, je m'entraîne très dur. Mentalement j'ai mes exos et je sais comment je me fais mal. Mais ça veut pas dire que je serais un bon préparateur mental si on m'avait pas enseigné, tu vois. Et ça, il faut le distinguer. Donc, il faut pas tout mélanger dans la préparation mentale. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est on travaille pas forcément la préparation mentale pendant le week-end de course parce que c'est dangereux. Tu n'apportes aucune nouveauté, tu ne travailles rien de nouveau sur un pilote pendant un week-end de course. C'est ce qu'il y a de plus dangereux à faire. C'est que tu perturbes tout l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a l'avant et l'après. Le pendant, c'est comme un pianiste, un musicien qui a sa partition il l'a appris avant, mais d'accord, il la joue pendant. C'est-à-dire qu'il découvre rien quand il joue devant un orchestre et devant peut-être 50 000 personnes. Il la joue, nous on va pas l'entendre parce qu'on n'est pas super expert de ça, mais lui il va voir quand il va faire des post-notes, il va s'en rendre compte et il va le travailler après. Donc on a exactement le cycle APA, avant, pendant, après. En préparation mentale c'est pareil. Un pilote, quand il monte dans la voiture, il y a certains process à respecter. On a travaillé avant tous les process, on a travaillé avant tout ce qui est stratégie, tout ce qui est tactique, tout ce qui est mental en lui, et physique, ils s'entraînent tous physiquement plus ou moins, donc ils sont calés sur ça. Et quand ils font des erreurs, même petites, même infimes, tout de suite on les notifie, mais on les travaille pas pendant le week-end. Ou alors si c'est des tout petits détails à gérer. Mais sinon on les note, on les met dans un coin et on en travaille surtout après. Ou alors moi je vais les regarder rouler, mes pilotes, et je vais me rendre compte qu'ils ont fait telle et telle erreur. À ce moment-là, tu vois. Manque de confiance, erreur de jugement, prise de décision tardive, des choses comme ça, des petits détails. Je les note, je dis rien. Et après le week-end, on travaille. Allez, il s'est passé ça, ça, ça. Est-ce que tu t'en es rendu compte déjà? Première chose. Oui, non. Pas forcément. Allez, YouTube, on regarde la course, on regarde tel endroit, tel moment, tel dépassement. Là, tu t'es fait doubler. Pourquoi t'as fait ce choix-là et pas ce choix-là? Et c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est comme ça qu'on se rend compte des erreurs qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'un préparateur mental, il a une lourde responsabilité. C'est parce que tu es pas responsable directement de la performance. Tu es même pas responsable du tout en soi. Mais tu as une énorme responsabilité parce que c'est toi qui enseignes. Et si pendant un week-end, juste parce que tu veux te montrer en mode mince, je peux pas rien faire, je suis prépa mental, il faut que je sois actif parce que les parents sont là, le manager est là, il me voit pas bosser, il me voit rien faire, je vais pas pouvoir facturer derrière, il va me dire t'as rien foutu du week-end. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a en fait ils sont tellement pas bien dans leur botte à pas savoir où est leur place qu'ils vont faire des conneries. Moi, que le père de Vlad vienne, que le père d'Olivier, le manager, qui tu veux, je suis bien dans mes bottes. Je sais comment je travaille, je sais comment je suis efficace. Il y a des week-ends, le père de Vlad par exemple, il vient en week-end de course. Je suis là, et je suis comme ça, et je suis que dans l'analyse. Et je dis pratiquement rien au gosse. Mais le père, il me dit pas à la fin du week-end, je te paye pas parce que t'as rien fait, quoi. Non, il sait ce que je fais. Le silence, c'est une grande force dans la préparation mentale. Et est-ce que, sans entrer dans les détails parce que c'est un peu confidentiel, mais est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi tu travailles avec eux, genre la concentration, la motivation? Alors,
je pourrais vous le donner si vous voulez. J'ai fait un livre l'année dernière. J'ai fait un guide que je garde encore une fois. Je veux pas me faire de la promo, je veux pas faire de la pub. On m'a dit, mais ça sur Amazon, tu le vends même 2 €. C'est bien fait, c'est un petit guide sympa. L'année dernière, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit kiff. Je vais faire un petit guide pour les athlètes qui n'ont pas les moyens de payer un préparateur mental, qui ont besoin des bases fondamentales de la psychologie du sport. Et avec mes 6 ans d'expérience, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent en permanence, c'est-à-dire les bases. Et ça, aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'en parler. Notamment, la chose la plus importante, la technique la plus importante pour moi, c'est les routines de performance. C'est-à-dire que si tu n'as pas de routine de performance, c'est compliqué de faire un sport à haut niveau. Les routines de performance, c'est ce qui permet de rester concentré sur ta zone. C'est ce qui permet de ne pas penser à autre chose. Et il y a beaucoup de routines, elles sont propres à chacune. Mais chacun a ses petites routines à lui, personnelles, que tu crées. C'est tes routines à toi, qui sont changeables avec le temps. Hein. Si un jour il y en a une qui ne fonctionne plus, tu as le droit de la changer. Je vous donne des exemples de certains de mes pilotes. Il y en a par exemple, c'était de mettre un petit pense-bête dans la voiture, des petits mots, en mode stay focus, stay calm, tu vois, des petits trucs comme ça, des petits rappels. Tu vois, ça permet des fois quand tu es prêt à t'énerver, parce qu'il faut savoir quand tu t'énerves, bah, tu perds toute concentration et c'est là que les conneries arrivent. C'est des routines en mode, oh là, je suis en train de m'énerver, ma petite routine elle est là en mode, voilà, j'ai mon petit papier, il me permet de rester calme et tout ça, ça réactive le processus de concentration. Donc ça, c'est une technique qui est très puissante. Il y a d'autres techniques qui fonctionnent très bien. Après, je fais du perso, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir besoin de trucs très spécifiques. On va essayer des outils, parce qu'il y a tout un tas d'outils. Là, comme ça, je pourrais même pas les dire, parce que même moi, je les oublie des fois. Je suis pas un sorcier, je suis pas un savant. Des fois, j'ai besoin de me replonger dans mes livres, j'ai besoin de me replonger dans mes notes. Des fois, je bûche énormément sur un athlète parce qu'il y a un problème à gérer et on ne sait pas vraiment comment l'aborder, donc j'ai besoin de passer beaucoup de temps à réfléchir. Notamment, je suis en contact avec un préparateur mental canadien qui m'aide aussi beaucoup. On partage pas mal nos expériences. Il m'a beaucoup aidé sur le sommeil. En France, c'est un gros problème. Les Américains, notamment les Canadiens, plus les Canadiens, ils sont très calés au niveau du sommeil, là où nous on est vraiment nuls, quoi. Et en fait, faut ça. Il m'a appris quelque chose, et ça je l'ai mis dans mon livre. C'est qu'en fait, quand tu t'entraînes la journée, tu fatigues ton corps. Ton corps il devient très fatigué, et qu'est-ce qui fait que tu récupères derrière comme il faut? C'est le sommeil. Mauvais sommeil, téléphone, lumière dans les yeux, réactivation du processus de réveil du cerveau et compagnie, ce qui fait que tu dors très mal la nuit. Normalement, pour faire bien, il faudrait couper, ça c'est un truc que j'enseigne à tous mes pilotes aujourd'hui, plus de téléphone 1 heure avant de dormir. Ça c'est quasi obligatoire maintenant, parce que ça te perturbe tout ton cycle de sommeil. Et en fait le sommeil c'est une force, c'est une arme, et ça je l'ai mis dans mon petit bouquin. C'est-à-dire qu'un mauvais sommeil, tout l'entraînement que tu fais, il peut être peu productif à côté, parce que le sommeil, on en a énormément besoin, c'est autant puissant que l'entraînement. Et ça, c'est un truc sur lequel aujourd'hui, j'ai plus du tout de doute, parce que je me le suis aussi appliqué à moi, j'étais un mauvais élève du sommeil à l'époque, et là, depuis 2 ans maintenant que je me force, je ne mens pas, il faut se forcer, parce que moi, de base, j'aime bien me coucher tard, j'aime bien regarder le téléphone aussi le soir, regarder la télé, les lumières, mais 1 heure avant, maintenant, j'ai une routine, encore une fois, on parle de routine, qui est de lire. Je me mets un livre, je lis. Alors, ça va être des livres, par exemple, Champion dans la tête, des trucs de psychologie du sport ou des livres, des biographies de champions, des choses comme ça, parce que c'est ce qui me plaît de lire, et puis ça me permet aussi d'accumuler plus d'expérience pour moi. Et c'est une technique aussi qui est très très importante et on n'y pense pas souvent, quoi. Et après, tu parlais du Canada. On sait que, moi je sais qu'en France, on a un gros problème sur la santé mentale comparé au Canada. Ils sont beaucoup plus avancés que nous, quoi. Donc, moi, ça m'étonne pas. C'est exactement ce que notre prof nous avait dit tout à l'heure. On lui en a parlé. C'est vrai? Le téléphone. Qui nous disait qu'il était obligé de piquer les téléphones de ses pilotes parce que c'est pareil, ils ne savent pas se concentrer, quoi. Ah, mais moi aujourd'hui c'est pas compliqué, c'est où tu fais comme je te dis, ou je travaille pas avec toi. Non, parce que moi j'ai pas envie, j'ai pas envie de perdre mon temps. Ouais. J'ai arrêté de travailler avec des pilotes, je citerai aucun nom, mais parce qu'ils n'avaient pas envie. Moi, si t'as pas envie, si tu ne veux pas faire comme je te dis, ça c'est des bases encore une fois, c'est une base fondamentale. Si tu respectes pas mes bases fondamentales, je travaille pas avec toi. Si tu veux en faire qu'à ta tête, si tu penses que t'es le meilleur, si tu penses que le téléphone c'est plus productif que de faire comme je te dis de faire, fais-le, pas de problème. Moi je passe à autre chose. Ouais. Est-ce que tu pourrais prendre... Enfin, tu nous as dit que du coup tu t'es occupé de Vlad et Oli qui roulaient en même temps dans la même catégorie. Est-ce que là actuellement tu pourrais reprendre des pilotes qui roulent dans la même catégorie?
Non. 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 Et je l'ai refusé, notamment récemment. Voilà. Ça a été hyper dur. Pour moi, c'est difficile parce que je crée des liens très spécifiques avec mes pilotes. Parce qu'à partir du moment où je travaille avec un pilote, je travaille pas pour 3 mois, ni pour 6 mois. On part sur du long terme. C'est-à-dire que la première question que je pose à un pilote quand je vais travailler avec lui, je ne le connais pas. J'ai une seule question et je lui demande de me l'écrire. Comme ça, c'est acté, c'est écrit sur un papier et ça s'oublie pas. C'est quel est ton rêve, concrètement. Je veux savoir quel est ton rêve. C'est quoi? À partir du moment où je connais ton rêve, on va pas l'atteindre en 3 mois, on va pas l'atteindre en 6 mois. Et moi, en 6 mois, je suis pas un magicien, je sais pas faire. C'est-à-dire que soit on se fait confiance, on travaille sur du long terme, on essaye, attention. Hein. Moi, je pars du principe, on passe 3 mois ensemble. Si ça se passe bien et que tu es content de comment ça va pour toi, comment ça se travaille, comment la connexion se fait, on continue. Si ça va pas, moi j'ai le droit d'arrêter, toi tu as le droit d'arrêter. On se force pas, il faut surtout pas forcer. Tu vois, on n'est pas là pour... Et moi je te dirai pas ce que tu as envie d'entendre. Hein. On se fait vraiment, c'est une relation de confiance sincère, directe, qui est difficile parfois parce qu'on n'est pas là pour se mentir. Et moi c'est ce que j'aime chez les pilotes, c'est les pilotes qui ont des grands rêves. Tu vois, de rêver très grand. Plus tu vas rêver grand, plus ça va être dur à atteindre, et plus c'est là où il va falloir être fort mentalement, parce que ça va être un chemin semé d'embûches. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir plein d'embûches, et de savoir naviguer à travers ces embûches et trouver des solutions pour arriver justement à atteindre ce fameux rêve. Alors forcément, le rêve de tout pilote aujourd'hui, quand on leur pose la question, c'est pas d'être en hypercar chez Ferrari, même si ça fait rêver certains. C'est la Formule 1. Tout pilote aujourd'hui, ça je vous dis, c'est 100% des réponses de tous les pilotes que j'ai eus. C'est quoi ton rêve? Je veux être pilote de Formule 1. Le problème, c'est que les pilotes de Formule 1, il n'y en a que 20, 22 l'année prochaine. Et des pilotes, il y en a beaucoup. En karting, j'ai envie de dire, dans le monde entier, il doit être 4000. Quand on passe en Fréca, il n'y a quasiment plus personne. Il y a une question de budget aussi. Parce qu'avoir un grand rêve, c'est une bonne chose, mais dans le sport auto, ça coûte beaucoup d'argent. Un footballeur qui me dit demain je veux jouer à l'Olympique de Marseille, désolé, je suis sudiste, donc forcément je parlais de Marseille. C'est un petit peu plus réalisable et atteignable que quelqu'un qui va dire je veux être pilote de Formule 1. Même si ça va rester compliqué d'aller jouer à l'Olympique de Marseille, mais c'est plus facilement atteignable quand même et réalisable que d'aller en Formule 1. Parce qu'un joueur de foot, il n'y a pas besoin d'avoir des millions et des millions dans la poche pour arriver à être professionnel. En sport auto, on va pas se mentir aujourd'hui, moi je suis pas là pour vous raconter des conneries, c'est que si de base on n'a pas de budget, et je parle de gros budget, hein, tout le monde le sait aujourd'hui, il n'y a plus de tabou, on n'y va pas. Et même avec le budget, on n'est pas sûr d'y aller quand même. C'est-à-dire que même si tu as l'argent, tu n'es même pas sûr d'y aller parce que il faut être quand même bon, il faut être dans les bons papiers, il y a une part de politique avec les équipes aujourd'hui, donc c'est très difficile. Mais moi c'est ce qui m'intéresse. Quand un pilote a un rêve comme ça, et qui est prêt à travailler dur pour y arriver, qui a de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut vraiment développer comme il faut, parce qu'encore une fois, si on n'a pas d'argent, on va rouler dans des petites équipes et on va pas s'en sortir. Je l'ai aussi connu avec certains pilotes, les parents qui se démêlent comme ils peuvent, grâce des sponsors à droite à gauche, on arrive à avoir le budget ric-rac à la fin, on n'a pas de pneus pour tester, la voiture elle est jamais neuve comme il faut, on roule avec des fonds plats qui sont défoncés, ça fonctionne pas non plus. C'est malheureux, mais le résultat il peut pas être là. Quand tu vois des autres pilotes qui ont énormément de budget à côté, ils vont avoir une voiture toujours nickel, ils vont passer pendant une journée d'essai privée, eux ils vont passer 4 trains de pneus de le matin, de l'après-midi. Quand toi tu vas en passer un dans la journée, tu vas te faire défoncer. L'écart entre je travaille dur mais j'ai pas de matériel adéquat, entre je travaille peut-être moins dur mais j'ai tout le matériel pour moi, l'écart il est colossal. On peut pas, même avec le travail, arriver à matcher des gars qui ont l'avantage matériel. Par contre, si tu as le budget, qu'on peut faire comme les autres, et que tu as envie de travailler, notamment on va dire avec moi, et qu'on travaille de la bonne manière, comme il faut, qu'on structure tous nos entraînements efficacement, là il y a moyen de faire mal. Et moi c'est ça qui me plaît. Et imaginons que tu suives un pilote en F3 et un en F2. Celui en F3 a été pris dans une écurie en F2. Qu'est-ce que tu fais du coup? Donc s'il est en F3 et qu'il passe en F2, Oui. Logiquement, la suite logique c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Donc je le suis. Sauf que j'ai eu un problème avec un l'année dernière. C'est que il est passé en F3
Et j'avais un autre pilote aussi dans la même catégorie en F3. Et tous les deux étaient chez le Red Bull Junior Team. Et ils sont passés tous les deux ensemble, et ça c'était pas prévu au programme. Ils sont passés tous les deux ensemble, donc on en revient à votre question d'avant, est-ce que tu es capable de faire les deux ensemble? En fait, non. Concrètement, quand maintenant je l'ai vécu avec Oliver et Vlad, ça s'est bien passé, mais parce que les deux, je les connaissais très bien depuis des années, donc je me suis autorisé à prendre ce risque-là. C'était un risque pour moi. Ça s'est bien passé, mais à la fin, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Oliver a été champion de Formula, Vlad a été deuxième. J'étais content pour les deux, mais quelque part, Vlad était un peu déçu, il voulait le titre aussi. Donc, moi, je n'ai pas d'émotion à avoir avec eux. Le préparateur mental, il n'a pas d'émotion. C'est-à-dire que tu gagnes ou que tu perds. Moi, personnellement, ça ne change pas ma vie, je m'en fous, c'est pas mes résultats, c'est tes résultats. C'est pour ça que tu vois rien sur moi sur Internet, parce que c'est pas moi qui gagne, c'est pas moi qui ai le résultat, c'est eux. Et moi, je veux pas être lié aux résultats, je veux pas être lié, ça m'appartient pas tout ça, c'est leur travail à eux. Moi, je suis là, je suis un petit truc que tu rajoutes dans l'équation qui fait que avec tous les autres, l'équipe autour, l'argent et tout ce que tu veux, ça fait que ça fonctionne. Mais je veux pas prendre part de leur succès parce qu'il ne m'appartient pas. Mais moi je l'ai vécu difficilement cette année 2022 parce que j'étais content pour eux, mais mine de rien, je me dis, c'est dur. C'est dur parce que tu veux gagner, tu veux que ton pilote gagne. Alors ouais, ils ont fait 1 et 2, mais je me suis dit d'être content pour Oliver, d'être content pour Vlad, mais... Et je veux plus vivre ces situations-là parce que je les aime pas en fait, ça me met mal à l'aise, c'est inconfortable pour moi. Donc du coup, quand ça s'est reproduit en 2023, je crois, ou 2024, bref, que j'ai eu Oliver Gutt et un autre pilote à moi, un Allemand que j'avais depuis 1 an, depuis l'Africa,